Et maintenant, nous allons arriver dans la seconde partie de cette vidéo. Alors je vous préviens, c'est une partie un petit peu plus technique, car on va aborder l'ensemble des progrès de la physique classique, et on y reviendra un petit peu plus tard sur ce que c'est que la physique classique. En tout cas, à partir du XXe siècle, il y a une réaction en chaîne qui se crée au sein de la communauté scientifique. Il y a un réel progrès des théories atomistes, puisqu'effectivement de nombreux scientifiques proposent à leur tour leur propre théorie, à chaque fois en faisant progresser la théorie précédente. Donc préparez-vous pour cette partie un petit peu plus technique, mais je suis sûre que vous allez très bien suivre. Bon allez, je vais être sympa, on commence doucement avec une théorie qui va être finalement assez simple et surtout assez drôle, donc c'est parti. Au tout début du XXe siècle, Thomson va à son tour théoriser l'atome. Et c'est très important car il introduit pour la toute première fois la notion d'électromagnétisme au sein de l'atome. Je m'explique. Thomson explique que l'atome, en fait, est un petit peu comme une sorte de nuage de charge positive dans lequel vont baigner des électrons de charge négative. Et c'est l'équilibre de ces charges positives et négatives qui vont créer un petit peu la stabilité de l'atome. Mais Thomson va utiliser une comparaison assez surprenante pour nous aider à concevoir sa perception de l'atome. Selon lui, l'atome n'est autre qu'un pudding. Et oui, selon Dalton, la pâte à pudding, si vous voulez, elle constitue cette espèce de nuage de charge positive, tandis que les électrons sont les fruits. Donc des cerises, des prunes, ce que vous voulez, vous mettez ce que vous voulez dedans. Mais en gros, il va faire cette comparaison d'un pudding pour parler de l'atome. Et puis c'est valable aussi avec un cookie, hein. Vous pouvez faire la même avec un cookie. Il n'y a pas à dire, le scientifique devait vraiment crever la dalle lorsqu'il a réfléchi sur sa théorie. Et par la suite, Rutherford va reprendre la théorie de Thomson. Il va être d'accord sur le fond, mais pas sur la forme. Alors effectivement, il y a une notion d'électromagnétisme au sein même de l'atome. Il y a effectivement des électrons qui sont présents au sein de cette structure, mais selon Rutherford, ce n'est pas n'importe quelle structure, et les électrons ne sont pas n'importe où au sein de l'atome. Puisqu'en réalité, ils gravitent autour du centre, et dans ce centre, il n'y a rien d'autre qu'un noyau. Alors bienvenue dans le modèle planétaire des atomes, puisque Rutherford explique que ce qui se produit au sein du système solaire, avec une étoile autour de laquelle va graviter des planètes, eh bien cela se reproduit au sein même des atomes, où il y a effectivement des électrons qui vont graviter autour d'un noyau. Et Rutherford ajoute que le noyau est 100 000 fois plus petit que l'atome pris dans son entier. Si l'atome dans son entier faisait par exemple la taille d'un stade de foot, eh bien le noyau ne serait pas plus grand qu'un puceron. Alors comment est-ce que Rutherford va prouver cette théorie du modèle planétaire des atomes? Eh bien il va faire une expérience qu'on appelle l'expérience de la feuille d'or. Pour cela, Rutherford va avoir besoin effectivement d'une feuille d'or, d'un canon à particules alpha pour pouvoir projeter des rayonnements alpha sur la feuille d'or, et un écran fluorescent pour qu'on puisse voir un petit peu ce qui se passe et quelle est la trajectoire de ces particules. Les résultats de l'expérience sont très surprenants, puisque certaines particules alpha arrivent à traverser la feuille d'or, tandis que d'autres sont déviées de leur trajectoire, ou d'autres encore sont carrément renvoyées dans le sens opposé. Mais que veulent dire ces résultats un petit peu aléatoires? Comment interpréter toutes ces données? Eh bien, selon Rutherford, c'est une évidence. Ce qui se passe, c'est que les particules alpha, plus petits que l'atome, vont arriver à passer entre le noyau et l'électron, ce qui va expliquer certaines trajectoires rectilignes de ces particules alpha. Mais étant donné que les particules alpha sont également de charge positive, un peu comme le noyau, ce qui se passe, c'est si elles passent un petit peu trop près du noyau, eh bien elles vont être repoussées par ce dernier, parce qu'effectivement, deux charges de même type se repoussent. Et selon Rutherford, cela prouve que non seulement il existe un noyau autour duquel gravitent des électrons, mais également il prouve la structure lacunaire de l'atome. Car en effet, entre le noyau et l'électron, il y a du vide, beaucoup de vide. Vous avez sans doute déjà entendu parler de Niels Bohr. Eh bien en réalité, les électrons ne gravitent pas au hasard autour du noyau, car ils doivent suivre des orbites bien précises. En effet, chaque atome possède des couches orbitales autour duquel ne peuvent graviter qu'un certain nombre d'électrons. Par exemple, sur la couche la plus basse, donc la couche la plus proche du noyau, il ne peut y avoir que 2 électrons. Sur la deuxième couche, un petit peu plus haute, il ne peut y en avoir que 8, etc.
Grâce au développement de la spectroscopie à cette époque, Niels Bohr peut percevoir un petit peu la trajectoire des électrons. Alors il ne perçoit pas directement la trajectoire des électrons, puisque ces derniers, une fois mis sur une orbite, n'émettent pas de rayonnement. En effet, les électrons sont sur des orbites dites stationnaires. À l'inverse des satellites, qui se positionnent sur des orbites grâce à la propulsion de leur moteur, eh bien, une fois qu'un électron est mis sur une orbite, il est stable et un petit peu pépère. Il n'émettra donc pas de rayonnement. Cependant, lorsque l'on émet des photons sur les atomes, cela va charger les électrons en énergie. Et cela va par exemple permettre aux électrons de passer d'une orbite plus basse vers une orbite plus haute. Et c'est ce changement d'orbite qui fait que l'électron va produire un certain rayonnement, visible à la spectroscopie. Cependant, au bout d'un certain temps, les électrons finissent par retrouver leur énergie initiale, ils vont à nouveau émettre un photon et retrouver leur orbite de base. Et pour vous aider à conceptualiser un petit peu cela qui est plus complexe, imaginez par exemple que vous êtes dans une salle de cinéma et que vous allez voir un film qui vous plaît. Imaginez que votre objectif, c'est d'être au plus près de l'écran, parce que vous aimez beaucoup ce film. Mais vous voyez qu'au premier rang, il ne reste que 2 places. Au second rang, il n'en reste que 8. Au troisième rang, il n'en reste que 18, etc. Eh bien, c'est un petit peu pareil pour les électrons qui tournent autour du noyau. Leur objectif, c'est d'être au plus près de ce noyau, mais certaines places sont limitées. Et enfin, nous allons parler de Chadwick. Donc, si on situe un petit peu le contexte historique, eh bien, il faut savoir qu'en 1930, des expériences allemandes ont été effectuées dans lesquelles on bombardait des atomes de beryllium avec des rayonnements provenant d'un atome d'hélium ou de polonium, par exemple. Ces rayonnements étant radioactifs, ils permettaient un petit peu d'analyser ce qui se produisait au sein même des atomes. Sauf qu'à ce moment-là, dans cette expérience, les résultats étaient très étonnants. Car lorsqu'on bombardait de rayonnement cet atome de beryllium, eh bien, il se produisait un autre rayonnement d'une nature un petit peu nouvelle, et on avait du mal à interpréter les résultats de cette expérience. Par la suite, les scientifiques ont fini par en déduire qu'il s'agissait d'un rayonnement gamma, puisque le rayonnement émis dans cette expérience était très énergétique, et le rayonnement gamma est le rayonnement le plus énergétique qu'on connaisse encore à l'heure actuelle. Mais Chadwick n'était pas d'accord. Selon lui, ça ne pouvait pas être un rayonnement. Il va donc se pencher sur la question, il va à son tour reproduire tout un tas d'expériences et théoriser un petit peu ce qui pouvait se produire au sein même de ces résultats. Et selon Chadwick, ça ne pouvait même pas être de l'ordre d'un rayonnement, car la nature de ce qui était émis lors de cette expérience n'était pas un rayonnement continu, mais c'était quelque chose de plus discret, comme une particule, de charge un petit peu similaire que le noyau, mais avec une charge neutre. Et oui, en effet, Chadwick fait la découverte du neutron. Et c'est alors qu'on découvre que non seulement l'atome est fait d'un noyau, d'électrons, mais également de neutrons au sein même de son noyau. Avec le modèle de Bohr complété de celui de Chadwick, on a donc la perception de l'atome actuelle, celle que l'on apprend au lycée par exemple. En effet, Thomson fut la découverte de l'électron, par la suite Rutherford découvrit le noyau, et enfin Chadwick découvrit les neutrons. Mais comme on va le voir, cette perception de l'atome, donc celle qu'on apprend dans les programmes de lycée par exemple, elle a ses limites. Et c'est justement ce qu'on va voir au cours de la 3e partie avec les avancées de la physique quantique.